Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'une nuit au monastère à Saint-Pierre-de-Solesmes. Cette semaine, l'abbaye accueille un entrepreneur et un homme d'affaires dont le nom et l'histoire sont intimement liés à une grande maison de Champagne. Pierre-Emmanuel Tétinger va quitter temporairement les terres de Dom Pérignon qui aurait créé le champagne pour arpenter celle de Dom Guéranger qui a refondé l'abbaye de Solesmes. Il va passer 24 heures au milieu des moines, partageant leur silence, leurs prières et leurs repas pour une expérience qui s'annonce spirituellement pétillante. Donc j'arrive de Reims et hier j'étais dans le Kent et j'étais impressionné par la puissance, la grandeur, la beauté de la cathédrale de Canterbury. Je me suis dit, quelle foi fallait-il avoir pour réaliser de telles choses. Alors j'ai l'exemple de la cathédrale de Reims et aujourd'hui de l'abbaye de Solesmes que je découvre. Là aussi, l'expression d'une très grande puissance et d'une révélation de la foi profonde. Bonjour. Bonjour Pierre-Emmanuel Tétinger. Vous allez bien? Très bien. Très content de répondre à votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Vous avez fait bon voyage? Très bon voyage. Vous êtes venu chercher quoi ici? Le hasard est un geste discret de Dieu, disait Einstein, pourtant très cartésien. Donc il n'y a pas de hasard à cette rencontre. Elle intervient à un moment de ma vie particulier, dont je parlerai peut-être avec le père qui va me recevoir. Pour ne pas vous raconter tout de suite, mais oui. Sauf si vous me le demandez. Non, vous avez raison. L'expérience que vous allez vivre, c'est d'abord la rencontre du Père Hôtelier et ensuite du silence, 24 heures de silence. Et donc, on va tout de suite passer le porche. Vous allez être reçu par le Père Michael, qui est le Père Hôtelier. Et dans la tradition monastique, eh bien, chaque hôte de passage doit être reçu comme s'il était le Christ lui-même. Bonjour mon père. Bienvenue à Solesmes. Quelle joie de vous rencontrer. Moi aussi. C'est un honneur et un bonheur. Très bien. C'est la première fois que vous venez à Solesmes. C'est la première fois que je viens à Solesmes. Et c'est un nom qui évoque un souvenir d'adolescence pour moi. Très important. Parce que mon père a été le garde des Sceaux et ministre d'État du président Pompidou. Son premier ministre d'État. Et lorsque le président de la République est mort, il y a eu une cérémonie à Paris où les moines de l'abbaye de Solesmes sont venus chanter. Voilà, Pompidou avait demandé ça. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Cette cérémonie avait été retransmise et c'était extrêmement émouvant. Et pour beaucoup de Françaises, de Français, ça a été une sorte de d'effusion d'âme tout à fait marquante. En tout cas, moi, qui m'a profondément imprégné. Pompidou était un président assez remarquable. Très. C'était un très grand président qui a eu une très belle phrase qui a dit je ne veux pas qu'on se souvienne de moi, je veux simplement qu'on se souvienne que lorsque j'étais président, la France était heureuse. Vous voyez, voilà. Il vient de nous répondre. Voilà. Alors, je vais vous laisser Pierre-Emmanuel en compagnie du Père Michael et on se reverra demain pour l'entretien. D'ici là, on restera en silence. Mais auparavant, je voudrais vous proposer quelque chose. Alors, d'après ce que j'ai compris de la fabrication du champagne, je suis vraiment novice en la matière et vous me détromperez si je fais erreur. Mais il me semble que pour que le mou du raisin se transforme en vin, il faut le mettre à l'abri de l'air pour que la fermentation opère. Oui, mais vous savez, la fermentation, lorsqu'on presse du raisin,
la fermentation s'effectue pratiquement tout de suite. Et la deuxième fermentation, c'est une autre histoire. C'est peut-être de celle-là dont vous voulez me parler, puisque le champagne, c'est un jus de raisin fermenté 2 fois. Alors, peut-être la première fermentation pour l'instant, et donc ce qu'on voulait vous proposer, c'était non pas vous mettre à l'abri de l'air, mais vous mettre à l'abri de votre smartphone pour permettre une effervescence intérieure. Comment avez-vous deviné que j'avais un smartphone? Je sais pas, vous avez une tête à avoir un smartphone. Mais j'ai un remède contre les smartphones. Ah oui, c'est quoi? Eh bien, avec mon ami Philippe Varin, nous avons racheté une entreprise de vitraux, la plus ancienne entreprise de vitraux du monde, qui s'appelle Simon Marc, qui a fait les vitraux de Chagall dans la cathédrale de Reims, entre autres. Et c'est l'antidote de cet appareil, puisque dans cet appareil, il y a des milliards d'images. Il y a un vitrail, c'est des centaines d'heures de travail pour une image qui va rester très longtemps dans un lieu chargé d'âme. Et je crois qu'ici, vous aurez cet antidote à disposition, puisque vous allez voir, il y a des vitraux absolument magnifiques. Mais j'ai hâte de les voir. Et un autre substitut pour votre smartphone, c'est ce carnet et ce crayon, sur lequel je vous invite à noter les émotions, les pensées qui vont vous traverser pendant ces 24 heures. Je suis prêt à cet exercice. Mais vous savez, mon père, Oui. vous savez une chose, c'est que vous accueillez un bon petit diable. Hein, voilà. Je suis très intéressé par le diable. Ça m'intéresserait que vous m'en parliez. Pour vous consoler, moi j'étais un diable avant oui. d'être Oui. homme. Oui, mais il y a 2 sujets qui m'intéressent beaucoup. Oui. C'est les diables et l'enfer. Et vous m'en parlerez. Et je crois à tout. Hein. Oui, vous savez, comme je suis très gourmand de nature, je crois au paradis, au purgatoire et à l'enfer. Le paradis, il faut être un saint pour l'espérer. Purgatoire, il faut travailler plus humblement pour y trouver une place. L'enfer existe, mais il faut vraiment le vouloir. Non, alors je ne veux pas. Je vous laisse poursuivre la discussion théologique pendant la visite. Mais vous m'expliquerez, mon père. Hein. Volontiers, Oui. volontiers. Mais on ne sait pas si Marie est morte. L'Église ne le dit pas. L'Église dit qu'il a été assumé au ciel, mais elle n'a jamais dit si Marie est morte. Jean-Paul II a écrit là-dessus. Il a dit, pour moi, elle est décédée parce que son fils est décédé. Donc elle a connu la... Mais le fait qu'on ne le sache pas, c'est sûrement le fait qu'elle est toujours vivante. De toute façon, elle est vivante. Oui, oui. Oui. Mais est-ce qu'elle est passée par la mort ou est-ce qu'elle est allée directement? Ça n'est pas dit. Mais c'est très émouvant pour moi d'être là, puisque donc, j'ai présidé une maison de champagne dans laquelle j'ai fait toute ma carrière professionnelle. Cette maison de champagne se trouvait sur le site d'une abbaye, l'abbaye de Saint-Nicaise, qui a été détruite durant la Révolution, mais c'était une abbaye de bénédictins. Plus de 200 moines bénédictins œuvraient dans cette abbaye. Elle était près des remparts de Reims et près des grands jardins de l'autre côté des remparts. Et les moines de l'abbaye de Saint-Nicaise, bénédictins, ont utilisé nos crayères, qui sont depuis classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui étaient des crayères au départ gallo-romaines, et les moines ont décidé de les utiliser pour en faire du vin. D'abord des vins tranquilles, donc du jus de raisin pressé une fois, puis au XVIIIe siècle, des vins effervescents. Ils sont installés là au XIIe siècle. Et dans le Champagne, la maison de champagne que j'ai l'honneur de diriger, j'ai toujours tenu, et mes aînés aussi, à
a gardé cet esprit autour des règles de Saint-Benoît. C'est-à-dire, on n'a pas fait le vœu de chasteté ni d'abstinence alimentaire, mais cet esprit de collégialité, d'utiliser les dons de chacun sans vouloir les forcer, les compléter par d'autres dons et avoir ce souci de partager une vie, des décisions, une aventure, beaucoup d'amour ensemble. Le lieu de la place Saint-Nicaise, de l'ancienne abbaye de Saint-Nicaise, nous inspire énormément dans le projet humain, l'aventure humaine que nous mettons au-dessus de tout. Bon, voulez-vous connaître le chemin de la Oui, Télérie? bien sûr. C'est très sobre. Je suis frappé par la sobriété des bâtiments et puis par la grandeur. Là, ça reste à taille humaine, mais en arrivant, de voir... On a le sentiment de voir le château du Haut-Königsbourg, de voir quelque chose d'alsacien ou d'allemand, vous voyez. Et puis les jeunes disent c'est la maison de Harry Potter. oui, bah c'est ça. Est-ce que vous avez encore l'occasion de pratiquer l'américain? Oui, tous les jours. Mais de quelle façon? Par Well, speaking with the guests. Ah, yes. Oui, ça me fait plaisir. Ici, vous êtes en voiture. Oui. Donc, il n'y a que les moines, les hôtes et les ouvriers qui peuvent être présents ici. Le grand public ne peut pas entrer. Vous avez des frères et sœurs, mon père, en Amérique? Oui, on est 10. On est 10. Formidable. Vous êtes le numéro combien? 3. 3. Pardon, mon père. Et vous avez combien de neveux et nièces? Beaucoup? 26. Formidable. C'est très bien. Pardon, je cherche la clé. Ils sont venus vous voir? Oui, ils viennent. Oui. Moins maintenant parce qu'ils ont toute leur famille, etc. Oui, oui. Mais voilà. Je ne me sens pas du tout Abandonné. seul. Abandonné. D'ailleurs, c'est moi qui les ai abandonnés. Non. Mais non. Pas du tout. Il n'y a pas plus beau palace qu'ici, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Oui, sincèrement. J'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que les moines bénédictins s'autorisent parfois la dégustation de bons vins ou de... Oui, ça arrive à l'occasion? Oui. On a une occasion qui se présente, la bénédiction de notre nouveau père abbé, le 14 juillet. Et là, vous servez... Certainement. Ça arrive, quoi. Oui, ça arrive. Vous ne dites pas non? Non. C'était une question que je voulais savoir. Bon, bah écoutez... Écoutez, je vous laisse vous installer. Merci mon père, merci de votre accueil. Très bien. Voilà. Et on se revoit. Tout à l'heure. Pour les complis? Oui, même avant. Au revoir mon père, Très bien. à tout à l'heure. Merci de votre accueil, très chaleureux. Merci beaucoup.
Il faut dire que c'est dur de vivre la foi. C'est dur d'avoir la foi, parce que c'est quand même une exigence. C'est une exigence. Et on n'aime pas trop les exigences dans notre société de consommation. Hein. Non, non, non. On a dit que Jésus est le maître spirituel le plus exigeant. Mais il faut essayer de le ressembler. Il faut essayer de ressembler aux gens exigeants. C'est ça. Même si et vous en faites partie quand même. Globalement, quand on vient vers vous, on touche l'exigence. Oui. Ouais. Oui. Et c'est en ça aussi que vous êtes extrêmement important. On le reconnaît. Oui. Je vous présente le Père Abbé. Mon père, Et moi très aussi. honoré de pouvoir vous rencontrer. Et moi Hein? aussi, c'est Ouais, tout l'honneur est pour nous. Et moi, je suis Un homme de terroir. un producteur effervescent de champagne. On a une mission de bonheur, mais Exactement, c'est quand même faire des bulles. un début, mais c'est quand même. Vous savez, je dis toujours que moi, je collectionnais les zéros quand j'étais au collège chez les jésuites, qui étaient désespérés Ah dans oui, mon à cas. Reims. À Reims. Oui, à Reims. Et le Seigneur m'a puni en me demandant de produire des centaines de milliards de zéros. Ouais, c'est pas c'est une punition, c'est le contraire. Oui, on n'aime pas trop les exigences dans notre société de consommation. Je devrais vous faire parler plus. Vous pouvez suivre le Père hôtelier. Pardon. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Vox nostra te Domine humiliter deprecendum, ut Dominice resurrectionis sancti mysterio celebrandum, in pace tua securi a malis omnibus qui estamus, et in tua resurgamus laude gaudentes, per Christum Dominum nostrum.
Laudate nomen Domini. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. A solis octusque allocatum. Laudate nomen Domini. Pierre Emmanuel, Oui, ça s'est bien passé? très bien. C'est toujours très fortifiant. Là, on va assembler votre vie, l'histoire de votre vie, et puis les épisodes que vous avez vécus ici, pour permettre aux spectateurs une bonne dégustation aussi. Très volontiers. Je vais tâcher d'être un bon chef de foi, mais avec toute modestie, hein, vous savez. Et pour faire ça, on va aller dans le parloir de l'abbé, Oui, qu'il met à notre disposition pour avoir cette conversation. très volontiers. Donc, c'est par ici. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir cette expérience de silence, de ralentissement, de relative immobilité, comment vous l'avez vécue? C'est un moment violent quand même, parce que on est immergé au cœur de la foi. C'est violent à la fois, mais dans le bon sens du terme. C'est violent, c'est tendre, mais on a le sentiment de suivre, d'être derrière des guides. Vous avez bien dormi d'ailleurs? Non, les lits sont durs. Alors, j'ai pas très bien dormi, mais je dors moins bien. En vieillissant, non, j'ai pas très bien dormi. Par contre, j'ai très très bien dîné. Le repas était très bon et le vin servi était très bon. Alors, il y a une question que je voulais poser aux spécialistes du vin et de la vigne que vous êtes. Ces deux thèmes, le vin et la vigne, c'est très présent dans la liturgie catholique, dans la Bible. Est-ce que du coup, tous ces épisodes bibliques où il est question de vin, de vigne, est-ce que la cérémonie, la liturgie de consécration vous parle différemment, peut-être qu'elle ne parle aux profanes, parce que c'est votre métier? Le symbole du pain et du vin dans la religion, il est très fort parce que c'est le partage. Mais c'est pas plus que ça, c'est le partage. Dans la Bible, il y a une histoire d'un homme qui s'appelle Naboth, et il a une vigne que le roi de Samarie aimerait bien récupérer. Et Naboth dit, il est hors de question que je te vende ma vigne parce qu'elle me vient de mes ancêtres. Et il me semble que vous avez un petit côté Naboth, Oui. on vous a proposé, enfin vous êtes battu pour racheter le champagne. Et on vous a proposé de le revendre depuis, et vous avez farouchement refusé. Ça vient de mes ancêtres. Il faut, je le crois, quand on ne sait pas quoi faire, je ne savais pas quoi faire à l'âge de 20 ans, il faut adopter le métier de ses ancêtres. Il faut rester fidèle à son nom, à ses racines, à son histoire. Il ne faut jamais trahir son héritage. La fidélité, c'est important. Il ne faut pas avoir peur de ça. Par contre, il faut essayer de s'améliorer, bien sûr, mais c'est un autre sujet. Alors, c'est ce qu'il y a peut-être de paradoxal dans votre personnalité. Vous êtes décrit dans certains articles de journaux comme un playboy hédoniste. Et en même temps, ça demande du sacrifice. J'ai vu cet article-là, Oui. Mais j'ai su, parce que j'ai écrit au journaliste en disant, écoutez, playboy, je ne pense pas que je ne l'ai jamais été. Non, mais le journaliste m'a dit que c'était celui qui avait relu l'article, qui faisait des intertitres un peu racoleur, qu'il avait mis ça. Non. Mais par contre, le mot rabelaisien est vrai. Quand on mettait... Le côté hédoniste... Rabelaisien, oui, sûrement. Moi, je suis un ogre. Je peux faire 3-4 repas par jour. Pendant les vendanges, je peux manger de tout. À n'importe quelle heure, je pourrais manger une fondue savoyarde dans le désert. Mais Playboy, non, sûrement pas. Mais là où je voulais en venir, c'est que cette volonté de jouir de la vie, elle rentre en contradiction partiellement avec le sacrifice que nécessite la reprise du groupe que vous avez opéré en 2006-2007. Ça allait contre l'intérêt immédiat qui a été celui d'autres membres de votre famille qui disaient on touche de l'argent. Oui, mais l'argent que j'ai touché, je considère que l'argent qu'on touche, on doit le transmettre. D'abord parce que ça crée un fonds qui est un espèce de terreau pour faire vivre d'autres entreprises. C'est en ce sens-là que je dis que la richesse est importante. Donc,
c'est l'argent qui m'a été transmis, j'ai tout fait pour le transmettre et ne pas l'utiliser. Puis après, de vivre avec son salaire, etc. Mais je suis un transmetteur. Je ne suis pas un consommateur de biens. Pour en revenir à la figure paternelle, donc votre père a été ministre de Pompidou, il s'est aussi occupé des affaires du groupe Tétinger que son père avait fondé. Est-ce que c'est dur d'être un héritier ? Non, parce que nous sommes tous des héritiers. J'ai pris ce nom tel qu'il m'a été donné et j'ai fait en sorte d'en être fier, toujours. Mais il ne faut pas avoir peur de ses racines. Et non, je n'ai pas porté cet héritage comme une difficulté, sûrement pas. J'ai même eu beaucoup de chance parce que je suis né dans une famille aisée sur le plan financier, donc c'est une chance. Je ne me suis jamais posé tellement de questions sur mon nom, sur le nom que je portais, même quand je le voyais posé sur une marque de champagne. Ça ne m'a jamais ni impressionné, ni empêché de quoi que ce soit. Et puis... ma mère est une artiste et elle a beaucoup compté pour moi. Et donc, voilà, je me suis toujours laissé porter par la vie. Et puis, j'ai été très marqué par les religieuses et les religieux que j'ai connus dans mon enfance, qui m'ont tout donné. Dans le cadre scolaire ? Dans le cadre scolaire, oui. Je ne faisais rien à l'école. Vous étiez un cancre ? J'étais un vrai cancre, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi j'étais un cancre. En fait, les études, c'est une affaire de concentration. Il y a des élèves qui savent se concentrer pendant 5 ou 6 heures, et ça fait les premiers de classe, puis d'autres qui ont une capacité de concentration beaucoup plus limitée. C'était mon cas, ce qui m'a beaucoup servi par la suite pour... d'abord, quand on n'est pas concentré, on rêve, et le rêve, c'est tellement important. J'ai tellement rêvé dans ma vie. J'étais pas un bon élève, mais par contre, j'étais passionné par le côté humain de l'enseignement, et j'adorais... dialoguer avec mes professeurs quand ils m'en donnaient le temps, ou avec les prêtres que j'ai connus qui étaient des jésuites absolument remarquables. Mais avant, dans ma petite enfance, mes parents m'avaient envoyé dans une école qui s'appelait Troussure, où il n'y avait que 20 élèves, et elle avait été créée par un grand jésuite qui s'appelait le Père Doncoeur, Paul Doncoeur, et là, j'ai tout appris. J'ai appris l'amour de la France, l'histoire, les mots, la grammaire, la nature. Le programme, c'était chant religieux le matin, français, grammaire, histoire, et puis l'après-midi, chasse aux papillons, élevage de grenouilles, construction de cabanes, jeu de balles aux prisonniers, une école formidable. Puis après, j'ai continué chez les jésuites de Reims, où j'ai rencontré des prêtres absolument formidables qui étaient en opposition avec la Compagnie de Jésus, qui était devenue une compagnie très intellectuelle, où on passait plus de temps à faire des recherches savantes qu'à s'occuper des jeunes. Donc j'ai vu ces 3-4 prêtres en opposition. J'ai vu les plaies de l'Église, parfois, les plaies de cette congrégation comme d'autres, que j'ai vécues, et j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. J'ai connu des jésuites résistants. Oui, vous étiez lycéen dans les années 68, donc on imagine. Exactement. Que c'était... Le père Charles de XVI, qui était le recteur du collège à l'époque, avait refermé le collège pour... il avait dit à tous ceux qui voulaient faire la révolution, vous quittez le collège. C'était les enfants des familles les plus aisées qui voulaient faire la révolution. Mais puis après, ceux qui sont restés dans le collège, eh bien, sont restés là. Et vous-même, vous n'avez pas été 68 heures ?
Non, j'avais 15 ans et je ne serais pas allé sur les barricades parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Alors, si tout le monde voulait y aller, rien que pour ça, j'y serais pas allé. Je n'ai jamais fumé parce que je voyais tous mes camarades fumer à l'âge de 15 ans pour faire adulte. Rien que pour ça, je n'ai jamais fumé. J'ai fait d'autres choses, mais je n'ai jamais aimé faire comme tout le monde. Alors, aujourd'hui, les gens ne portent plus de cravate, mais j'aime bien en porter, vous voyez, ici. ça me plaît. Alors, du côté maternel, donc vous l'avez dit, votre mère Corinne Deville était artiste peintre. Oui, Et- formidable. Et elle n'était pas persuadée que l'école soit si importante que ça. Bon, ma mère trouvait que tout ça n'avait pas de sens. Elle disait, soit ils sont intelligents, ils font quelque chose, soit ils sont pas intelligents et quoi qu'il arrive, ils font rien. Alors, cela dit, j'ai beaucoup de respect pour les études. J'ai une admiration profonde pour les ingénieurs. Je me suis toujours entouré dans la maison de Champagne de gens beaucoup plus intelligents que moi. J'ai toujours pensé qu'il fallait mettre... Et les études, ça sert à une chose, ça sert à démontrer une capacité de travail. L'intelligence, c'est autre chose, mais une capacité de travail, sans aucun doute. J'ai toujours douté de ma capacité de travail. Ayant fait peu d'études, j'ai sûrement en moi un grand fond de paresse. Alors que quelqu'un qui a des grands diplômes, c'est déjà pas un paresseux. C'est quand même une différence. Mais à part ça, voilà, j'ai navigué tel que je le ressentais. Et puis, avec une foi profonde, mais qui n'a pas omis le péché, loin de là. Et cette foi, elle a été éveillée, entretenue dans votre famille par votre mère, par votre père? Non, vous étiez c'est trop sûr. On m'avait confié une femme qui s'appelait Tante Annie, qui avait perdu son mari en déportation. C'est elle qui m'a sûrement donné la foi, le fait de chanter le matin à l'âge de 5, 6, 7 ans. À la Vierge Marie, j'ai une foi. C'est une grâce d'avoir la foi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Ça ne rend pas les gens meilleurs. Je connais plein de laïcs que je ressens comme étant 10 fois supérieurs sur le plan de l'approche de la sainteté, si je peux dire. On rencontre beaucoup de saints tous les jours, beaucoup de saints et de saintes qui sont là, et qui n'ont pas besoin de porter une croix ou pas, mais qui sont formidables. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est autre chose. Pour moi, en tout cas, c'est une grâce. Elle donne une direction à votre vie ou un sens à ce que vous faites? Je dirais que le Seigneur ne connaît rien de ma vie, mais qu'il la guide. Et par contre, il m'envoie tous les jours des signes que je suis. Vous voyez, c'est pas pareil que de dire tout est écrit. Tout n'est pas écrit. Nous avons notre liberté totale. La liberté de faire la guerre, de s'aimer, de s'entretuer. Ça, Dieu nous a laissés totalement libres. À nous de faire le bien ou le mal. Mais on a le choix. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de hasard. Cette foi, elle s'exprime aussi par de l'engagement bénévole? Ah oui, je pense que il y a un mot qui n'est plus très en avant en ce moment, c'est la générosité. Et je trouve qu'il faut être généreux. Je sais qu'on réfléchit souvent à ce qu'on... Vous savez, on met souvent, quand on va mourir, ni fleurs, ni couronne et tout. Moi, j'aimerais qu'on écrive à ma mort, si vous m'avez trouvé sympathique, donnez simplement un peu d'argent à la prochaine quête à laquelle vous assisterez. Il faut donner aux quêtes, et la générosité, c'est très important. Donc, je considère que dans une vie professionnelle,
pour à peu près comprendre les choses, il faut au moins donner 10 à 15% de son temps à d'autres choses qui vous permettent de mieux voir ce que vous faites dans votre métier, la façon dont vous l'exercez. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé m'occuper d'autres choses. Quand j'étais jeune, j'allais faire jouer avec un camarade qui s'appelait Benoît, d'ailleurs. Là, je suis dans la maison de Saint-Benoît. Il s'appelait Benoît. Eh bien, on allait faire jouer les enfants d'un quartier difficile de Reims qui s'appelait le Maroc. Et puis après, j'allais beaucoup. La conférence Saint-Vincent-de-Paul m'a beaucoup intéressé. On visitait ce qu'on appelait les petits vieux. On leur amenait des bons de charbon, des bons de pain. Et puis après, très naturellement, j'ai fait des tas d'autres choses. Et je préside la mission UNESCO en Champagne. C'est la paix par la science et la culture. L'UNESCO, on pourrait en parler, mais c'est beaucoup de temps et de passion et d'une foi finalement laïque à mettre en œuvre, même s'il peut y avoir au sein de ces équipes de l'UNESCO des croyants de toute nature. Et puis, dans mon métier, dans cette maison de Champagne, j'ai vraiment vécu ma foi dans cette enceinte qui avait été avant une abbaye bénédictine, justement, et on a toujours vécu ensemble au sein du comité de direction, même au sein du personnel, dans un esprit de collégialité, de hiérarchie minimum, de partage, d'amour, d'intérêt les uns pour les autres, et de cette volonté de faire éclore les talents, chacun à son niveau. Mais je me suis toujours mis au service. J'ai toujours été au service des employés de la maison. J'ai toujours aimé être en dessous pour bien voir. On voit mieux quand on se met en dessous que quand on est au-dessus. C'est d'ailleurs la grande difficulté des hommes politiques, c'est qu'ils sont au-dessus et souvent ils ne voient plus rien. Il faut toujours se mettre en situation d'infériorité pour voir les choses. Alors on vous imagine comme dans une cordée montagnarde, comme quelqu'un qui la joue collectif. Je joue très collectif, mais alors ma cordée savoyarde s'arrête à un certain moment parce que j'ai le vertige. Alors je suis un marcheur dans les montagnes, je marche, j'aime beaucoup marcher. Et puis ma mère me dit toujours, si tu t'y prends bien, la vieillesse doit être le dessert de la vie. Alors j'ai vécu les premières parties de ma vie avec mon père dans les affaires, un peu de politique, et je la termine avec ma mère, avec un camarade très croyant, très chrétien, Philippe Varin, qui est un grand patron, qui était le patron de Peugeot, et qui est champenois comme moi. Nous avons repris une affaire, la plus ancienne affaire de vitraux du monde, qui fait des vitraux depuis 1640. Et là, je termine ma vie avec ma mère, qui était une artiste, et il y avait beaucoup de force dans son œuvre, beaucoup de joie, de violence aussi. Elle avait connu la Seconde Guerre mondiale, les bombardements de 10 à 14 ans. Ça m'a beaucoup marqué. C'est une œuvre forte, très colorée. Et cette partie de ma vie me passionne. Les vitraux, c'est extraordinaire. On ne verra jamais, on ne peut pas regarder les vitraux, il y en a tellement, ils sont dans les coins perchés, ils veillent sur vous. Dès que la lumière les pénètre, ils veillent sur nos âmes. Mais de réaliser des vitraux, aujourd'hui, on ne construira plus beaucoup d'églises. C'était des actes de foi trop intenses, et aujourd'hui la foi est beaucoup plus laïque. Mais on peut encore mettre des vitraux dans ces églises, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de vitraux. Puis surtout, les vitraux se déplacent, on peut les mettre ailleurs, dans les entreprises, dans les halls d'immeubles, dans les lieux de vie. C'est merveilleux, le vitrail. Et puis alors, ce qui est passionnant, c'est d'être à la tête d'une entreprise où on sait qu'on ne gagnera avec elle pratiquement jamais d'argent. Et ça, c'est formidable. Le vitrail, c'est pas un métier d'argent. Il faut gagner de l'argent. Dans le Champagne, c'est très différent. On a une mission de bonheur. Mais le vitrail, c'est une autre forme de champagne, de pétillance, d'effervescence. Il y a des assemblages de couleurs. Il y a du silence. Il y a du vert. Il y a de la créativité, beaucoup. Quand vous avez transmis votre entreprise à votre fille Vitalie, vous avez, dans un tiroir de son bureau, mis une vie de saint, semble-t-il. Oui. Alors, de quel saint s'agissait-il C'est Saint François d'Assise. Il y avait une très belle prière de Saint François que je lui ai mis dans son bureau. Alors, juste une chose, j'ai proposé le nom de ma fille
pour qu'elle préside la maison, mais c'est le conseil d'administration, c'est un collectif qu'il a choisi, et aussi l'équipe de direction, dont mon fils, Clovis. On aurait pu penser qu'il était l'aîné et que c'était à lui de revenir ça, mais on a tous convenu que chacun devait être à sa place. Clovis étant le conquérant, celui qui va chercher les affaires dans le monde entier, qui est le guerrier, un peu notre comte de Champagne. Mais Vitaly, elle incarnait la maison, c'était le réglage de la voilure humaine. On a pensé que ça serait bien que ça soit elle. Et puis, troisième personnage très important qui s'occupe des finances et de la production, qui lui est un saint, un très grand, un homme, un ingénieur très religieux, très croyant, une immense rectitude. Donc, il y a un assemblage humain formidable et puis d'autres personnes autour, mais c'est une très belle équipe. Dès que j'ai repris la présidence de cette maison, j'ai veillé à ce que une équipe soit en place et qu'elle puisse un jour prendre les rênes. J'ai trop vu l'entreprise péricliter parce que les fondateurs ou les grands présidents ne s'étaient pas occupés de leur succession. Et vous aviez décidé, vous aviez annoncé dès le départ. S'occuper de sa succession, c'est d'abord respecter ses clients, ses employés, l'environnement de l'entreprise. Et je n'ai pas beaucoup de considération pour ces très grands chefs d'entreprise qui partent sans avoir réussi leur succession. C'est fondamental de réussir. Je pense l'avoir réussi. Je leur ai dit d'ailleurs, le seul cadeau que je voudrais que vous me fassiez, c'est que 2 ou 3 ans après, je puisse constater, vérifier que vous vous entendiez très bien, que vous vous aimiez. Aimez-vous les uns les autres, c'est une phrase que j'ai toujours essayé d'appliquer toute ma vie. Et pour en revenir à François d'Assise, est-ce que c'est pas paradoxal de mettre au service du management d'une entreprise un saint qui apprenait la pauvreté, le détachement? Est-ce que Non. Moi, je me sens très pauvre. Pauvre de foi, pauvre d'âme, quand je suis au contact, comme aujourd'hui, de ce tronc, de ce corps de moine qui est là depuis des décennies. Et moi, je suis pour qu'il y ait de plus en plus de richesses et de moins en moins de pauvres. Il faut que tout ça vive ensemble, il faut s'aimer, il faut partager, il faut être généreux. Mais pour partager, pour être généreux, il faut créer des richesses. Et alors justement, parce que on peut grandir dans un milieu favorisé, avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme on dit féminièrement, et ça peut anéantir ou détruire l'esprit d'initiative ou d'entreprise. Comment vous avez fait avec vos propres enfants? Oui, mais avec vos parents? J'avais des parents très sévères. Oui, d'accord. Quand je dis très sévère, c'est très sévère. Il ne voulait pas que vous soyez un fils à papa. Non, j'étais un fils à papa, un fils à maman, comme tous les enfants du monde. Mais ma mère, par exemple, ne nous donnait pas de cadeau de Noël. Quand il y en avait un, elle veillait toujours à ce qu'il y en ait, sur 5 enfants, il y en ait un qui ait un beau cadeau, les autres rien, ce qui engendrait une réaction d'injustice. Et à ce moment-là, elle scrutait dans le regard de ses enfants lequel était le plus en colère. Elle disait, mais tu as l'air en colère de quelque chose, dis-moi. C'était souvent moi qu'elle regardait. Elle disait, mais qu'est-ce qui te gêne, mon garçon? Je dis, écoutez, maman, là, il y a un cadeau, là, et puis les autres n'ont rien. C'est injuste. Elle disait, mais tu apprendras, mon fils, que dans la vie, il n'y a pas de justice. Elle était tout à fait comme ça. Ou alors, souvent, elle lui disait, écoutez, vous vous appelez Tétinger, c'est déjà pas mal. Elle était très sévère. Mon père était très sévère aussi. Mais une belle sévérité. J'étais en pension, j'ai fait mon service dans les commandos de l'infanterie de marine, j'étais seconde classe, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai adoré l'armée. Il y a 2 choses que j'aimerais refaire dans ma vie. Être surveillant de collège, comme j'étais un cancre, j'ai loupé plusieurs fois mon bac, et avec bonheur d'ailleurs, parce que je ne le méritais pas, donc j'avais pas envie de l'avoir. Et si je le repassais, je le raterais, parce que j'aimais pas les maths. Cette éducation très sévère m'a beaucoup plu. J'étais tout le temps en dessous. Quand je suis parti faire mon service militaire, je me rappelle, mon père n'a jamais voulu mélanger ses enfants ni sa femme à la politique. On n'a jamais vu un homme politique à la maison. Il avait beaucoup de recul vis-à-vis du monde politique lui-même, beaucoup de recul. Mais la veille de mon départ à l'armée, il m'a dit, écoute, viens, je vais te montrer, j'ai pas eu beaucoup de temps avec toi, je vais te montrer l'Élysée. Alors, pendant quelques minutes, le seconde classe que j'étais, je venais de terminer mes classes, j'allais partir aux Antilles dans les commandos de marine. Et je voyais, il m'a montré l'Élysée, la table du Conseil des ministres. Ça a duré quelques minutes, puis après, il m'a dit, bon service, et tâche de bien te tenir. Et le lendemain, j'étais de corvée de chiottes.
en train de nettoyer les toilettes à la turque de la caserne avant de partir. Et j'ai trouvé que c'était ça la vie. C'était ça, c'était très bien comme ça. Et j'étais très heureux de ça. Et j'ai été très heureux d'être surveillant de collège, ayant raté mon bac. J'ai adoré cette année de surveillant où j'ai beaucoup ri. Comme j'ai été un grand cancre, les élèves n'avaient qu'à bien se tenir parce que je connaissais toutes les ficelles. Et puis, très heureux de mon service militaire. On arrive malheureusement à la fin de cet entretien. C'est allé très vite. Je vais vous rendre votre téléphone pour vous reconnecter. Peut-être une dernière question. Vous m'avez dit en arrivant que vous aviez pensé à votre oncle décédé à 20 ans sur les champs de bataille. Votre propre rapport à la mort, comment est-ce que... Moi, j'aurais aimé mourir à 20 ans. J'aurais aimé mourir, comme on dit, la fleur au fusil. Mon oncle Michel, il sortait de l'école polytechnique. Il avait 20 ans. On était en juin 40. La France a une absence de commandement affligeante. Et quand il voit toutes les armées battre en retraite, il défend le dernier pont de la Seine encore aux mains des troupes françaises à Saint-Parot-Tertre, près de Troyes dans l'Aube. Et là, il est sous-lieutenant, on lui a confié une escouade de soldats d'Afrique noire, d'Afrique du Nord. Et il décide de stopper une Panzerdivision. Il a 20 ans. Et il stoppe une Panzerdivision pendant 5 heures, 40 chars détruits, 200 Allemands de tués ou blessés. Avec ses 2 derniers obus, il fait sauter ses batteries. Il fait très beau, en juin 40. Les Allemands lui demandent de se rendre. Il dit non, et au corps à corps, il se fait descendre d'une rafale de mitrailleuse. Et Michel Tétinger, c'est l'archange qui vit en moi. Alors aujourd'hui, heureusement, la résistance n'est pas forcément guerrière comme lui, même si en Ukraine, il y a des Michel Tétinger tous les jours qui meurent. Mais la résistance, elle se fait aussi dans l'économie. Je suis un patriote économique. Je ne voulais pas voir cette entreprise quitter les mains d'un vignoble champenois, d'employés champenois. J'ai fait un acte de patriotisme économique. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à Michel. Je n'ai jamais voulu une médaille de décoration comme mon père qui n'en voulait pas, parce que la seule Légion d'honneur qui compte, c'est la sienne, qu'il a eue à titre posthume. Elle est dans mon bureau, à côté de son épée de polytechnicien. Pour moi qui n'ai jamais passé mon bac, c'est un vrai bonheur. Et ce sont des contradictions qui sont extrêmement fécondes. Oui, on a bien compris que Michel et les archanges, et plus généralement les personnes disparues vous accompagnaient. Ils vont vous accompagner pour votre retour. Oui. Je vous rends votre téléphone, j'espère qu'il ne vous a pas trop manqué. Non, il ne m'a pas manqué du tout. Non, j'avais prévenu mon épouse que je n'aurais pas de téléphone, mais non, ça ne m'a pas manqué. Merci d'avoir ouvert votre vie et d'avoir témoigné aux spectateurs de KTO. Très bon retour. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sur le site internet de KTO. N'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.